Je crois que ce qui m'a le plus blessée ce jour-là, ce n'était pas l'oubli, c'était ce silence épais, prémédité, glacial. Ce genre de silence qu'on n'entend pas par accident, mais qu'on t'impose comme une décision. Mon 74e anniversaire n'a pas été oublié. Il a été volontairement ignoré. Ce soir-là, dans mon petit appartement du Vieux-Annecy, j'avais dressé la table avec soin. Poulet rôti, gâteau au citron, une bouteille de vin blanc que j'avais gardée pour les grandes occasions. J'avais même mis mes boucles d'oreilles en nacre que Lucien m'avait offertes pour nos 20 ans de mariage. J'ai attendu 1 heure, 2 heures, rien. Pas de message, pas d'appel, pas même une notification banale. Étienne, mon fils unique, et Sabine, ma belle-fille, avaient disparu dans une bulle d'indifférence. Chloé, ma petite fille, n'était sûrement pas au courant. Elle m'aurait écrit, elle au moins, mais ce soir-là, je me suis sentie comme un nom effacé d'un vieux carnet de famille. Je m'appelle Margot Fournier, j'ai 74 ans et j'ai été toute ma vie une artisane du sucre, une faiseuse de douceur, comme on disait autrefois. J'ai travaillé dans un atelier de confiserie pendant 40 ans, à faire des caramels à la main, à rouler des truffes au chocolat, à décorer des macarons avec précision. Mon mari Lucien est mort jeune, et j'ai élevé Étienne seul. J'ai tout donné pour lui, j'ai travaillé tôt, tard, parfois sans manger. Pour qu'il ne manque de rien, je l'ai aimé d'une manière totale, presque naïve. Et quand il a eu Chloé avec Sabine, j'ai cru revivre. Je faisais des sablés pour ses goûters. Je l'emmenais voir les canards au bord du lac. Je coussais ses déguisements pour le carnaval de l'école. Et pourtant, ce soir d'anniversaire, j'ai compris que je n'étais plus une priorité, que je n'étais peut-être plus une mère, plus une grand-mère, juste une vieille femme dans un appartement qui sent la vanille et la cannelle, que personne n'écoute plus. Alors j'ai rangé les restes du poulet, couvert le gâteau de film plastique, éteint les bougies que j'avais allumées seule, et je me suis assise dans la cuisine, une tasse de café noir entre les mains, en me demandant comment j'avais pu en arriver là. Le lendemain, j'ai pris une décision. Pas une vengeance. Non, une remise à plat. J'allais arrêter les virements automatiques. Étienne et Sabine n'allaient plus recevoir un sou de ma part. Et surtout, j'allais mettre en place un fonds pour Chloé. Une vraie encadrée, réfléchie. Parce que l'amour, ce n'est pas l'oubli. Ce n'est pas le silence. C'est une trace qu'on laisse, un soin qu'on protège, un avenir qu'on rend possible. Je crois qu'on ne mesure jamais vraiment l'épaisseur du sacrifice jusqu'au jour où il devient évident qu'il n'était pas vu. Mon histoire, comme tant d'autres femmes de ma génération, est une suite de gestes invisibles. Pendant près de 40 ans, j'ai travaillé dans une petite confiserie artisanale au cœur d'Annecy. Je me levais à 4 heures du matin, même en hiver, quand le givre rendait les carreaux opaques et que mes mains tremblaient en enfilant le tablier encore humide de la veille. Je cuisinais des caramels à la fleur de sel. Je façonnais des macarons à la main, un à un, et j'emballais les chocolats dans du papier doré, soigneusement plié pour que chaque client ait l'impression de recevoir un trésor. Après la mort de Lucien, mon mari, j'ai tout assumé seule. Étienne n'avait que 8 ans. Il pleurait la nuit. Et moi, je pleurais plus tard. Un silence. Pendant que je préparais les ganaches à la lueur de la lampe de cuisine, j'ai payé ses frais de cantine, ses fournitures, ses colonies de vacances, sans jamais demander de l'aide. Quand il est entré à l'université, j'ai pris un petit crédit pour compléter les frais. Il ne l'a jamais su. Ce n'était pas la peine. Je voulais juste qu'il avance, qu'il ait une vie douce, stable, protégée. Et puis, les années ont passé. Il s'est marié avec Sabine.
une jeune femme brillante, moderne, qui trouvait mes papillotes trop rustiques et mes tartes trop sucrées. Je faisais semblant de ne pas entendre. Quand ils ont eu Chloé, j'ai recommencé à faire ce que je savais faire. Être utile. Je gardais Chloé le mercredi. Je préparais des paniers de gâteaux pour leurs amis. Je faisais les paquets cadeaux à Noël. J'organisais même les anniversaires. J'ai payé leur première facture EDF en retard. Je leur ai offert leur lave-vaisselle quand il est tombé en panne. J'ai avancé les frais dentaires de Sabine quand elle a perdu son emploi. Une fois, j'ai même vidé une partie de mon livret pour leur éviter un rejet de loyer. Tout cela sans qu'on me le demande. Par réflexe, par amour, ou peut-être par habitude. Mais à force de donner, je me suis perdue dans cette générosité sans limite. J'étais devenue une présence utile, un genre d'assistante de vie affective et domestique. Mais pas une personne qu'on célèbre, qu'on invite, qu'on remercie. On me confiait des tâches, jamais des confidences. On me donnait les clés pour ouvrir, jamais la parole pour décider. J'étais cette grand-mère toujours disponible. Cette mère silencieuse qui ne réclame rien, qui sourit même quand elle est fatiguée. Je ne compte plus les Noëls où j'ai attendu un simple merci, ni les anniversaires de Chloé, où mon gâteau maison restait intact, pendant que le traiteur servait des mignardises en plastique. Me place de môme. On me complimentait poliment. Sans me regarder, on m'utilisait sans malveillance, mais sans attention. C'est peut-être cela. Le pire, ne pas être maltraité, mais être oublié dans le confort. Une absence polie. Et puis, il y a eu ce soir de mes 74 ans, cette table dressée pour 3. Le poulet rôti que j'avais laissé mijoter, le gâteau au citron, ma nappe brodée à la main et le silence. Personne n'est venu. Pas de message. Pas même un appel manqué. Rien. Le vide comme un couperet. C'est ce soir-là que j'ai compris que je n'étais plus Margot. La femme, la mère, l'amie, la complice. Mais un service. Alors non, ce n'était pas juste un oubli. Ce n'était pas une erreur de calendrier. C'était l'accumulation. C'était le trop-plein d'effacement. C'était ce moment précis où une femme se regarde dans le miroir et ne voit plus que l'ombre de ce qu'elle a donné. Et dans ce silence glacial, j'ai su que je devais me reprendre, que je ne pouvais plus continuer ainsi, que ma vie ne pouvait pas être le prolongement du confort des autres. Il était temps de me choisir. 3 jours après mon anniversaire oublié, alors que je pensais que tout était définitivement silencieux, on a sonné à ma porte en fin d'après-midi. J'ai ouvert, encore en tablier, les mains couvertes de farine, et je l'ai vue. Chloé, ma petite fille, 15 ans, les joues roses malgré le froid, une écharpe bleue mal enroulée autour du cou et un petit sac en tissu pendu à l'épaule. Elle m'a souri, un peu gênée, puis elle a tendu un petit paquet emballé dans du papier craft. Joyeux anniversaire. Mamie, je suis un peu en retard, mais j'y ai mis tout mon cœur. J'ai déballé doucement. À l'intérieur, une carte faite main, peinte à l'aquarelle, avec des fleurs sauvages, et en lettres maladroites, mais tendres, pour la plus douce et forte des mamies. Elle avait aussi apporté des madeleines, fait maison. Encore tiède, l'odeur m'a instantanément ramenée au mercredi d'autrefois, quand elle était petite et que nous cuisinions ensemble, la pâte dégoulinant de ses doigts, ses rires remplissant ma minuscule cuisine. Je l'ai fait entrer. Nous avons bu du thé à la mauve, ma tisane préférée, celle que je garde pour les jours où le cœur a besoin de tendresse. Elle s'est installée à table comme si elle n'était jamais partie. Nous avons parlé longtemps d'elle, de ses lectures, de ses projets. Elle m'a raconté qu'elle y écrivait un exposé à l'école sur la personne la plus forte que je connaisse. Et elle avait choisi d'écrire sur moi. J'ai eu un petit rire incrédule, pensant qu'elle exagérait. Mais elle a insisté. « Tu sais, mamie,
T'as toujours été là. Tu bosses dur. T'aides tout le monde. T'as jamais crié, même quand les autres t'oubliaient. Ces mots sont restés suspendus dans l'air, comme une lumière douce. Je ne m'attendais pas à ça. Pas à cette reconnaissance si claire, si pure. Pas à ce regard posé sur moi. Non pas comme une présence pratique ou une fonction familiale, mais comme une personne, une femme avec une histoire, avec du courage, avec une existence digne d'être nommée. Ce soir-là, après son départ, j'ai rangé la carte dans mon tiroir à serviettes, là où je garde mes petits trésors. Les lettres de Lucien, une dent de lait de mon fils et une photo froissée de moi en blouse blanche devant l'atelier de confiserie. J'ai mangé une madeleine en silence. Elle avait une saveur unique, celle du lien préservé. Malgré le tumulte, les jours suivants, je me suis surprise à sourire toute seule. Chloé m'avait ramenée à moi. Elle m'avait rappelé que je comptais, et pas seulement comme une figure en arrière-plan. Non, je comptais comme Margot. Et ce simple fait changeait tout. C'est là que l'idée a germé. Je ne pouvais pas tout effacer d'un coup. Des décennies de dons, d'habitudes, de sacrifices. Mais je pouvais faire un choix. Mon geste est forte. Pas contre Étienne ou Sabine, mais pour Chloé. Pour lui offrir autre chose qu'un modèle de femme qui s'efface. Pour lui montrer qu'on peut dire stop avec amour. Qu'on peut aimer sans s'oublier. Je me suis renseignée. J'ai pris rendez-vous avec ma banque. J'ai commencé à réfléchir à la mise en place d'un fonds. D'un petit patrimoine placé sous forme de fiducie. Rien d'énorme. Mais suffisant pour lui offrir un tremplin. Une liberté. Pas seulement financière. Mais symbolique, une manière de lui dire « je crois en toi », en ta voix, en ta capacité à faire des choix qui te ressemblent. Le lendemain, je suis allée acheter du papier parchemin. Je voulais lui écrire une lettre, pas une déclaration solennelle, juste quelques mots, comme ceux qu'on glisse dans un gâteau. Tu as le droit d'exister pleinement. Chloé, sois libre. Mais souviens-toi que la tendresse n'est jamais une faiblesse. C'était la première fois depuis longtemps que je ressentais une paix aussi simple. Et tout avait commencé par une carte faite à l'aquarelle, par une jeune fille qui avait vu en moi ce que tant d'adultes avaient choisi d'ignorer. Quelques jours après la visite de Chloé, je me suis réveillée avec une clarté nouvelle. Le ciel d'Annecy était encore gris, mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait changé. J'ai bu mon café noir sans sucre, les mains posées à plat sur la nappe, et j'ai pris une décision. Ce matin-là, j'ai commencé à couper, non pas dans la colère, non pas par vengeance, mais par nécessité, pour respirer, pour exister autrement. J'ai ouvert mon vieux cahier à spirale, celui où je notais tous les virements automatiques, le loyer étudiant de Chloé, payé à l'avance par prudence, la facture d'électricité de l'appartement d'Étienne, que je couvrais encore. Allez savoir pourquoi. L'abonnement de téléphone de Sabine. Touche pour un temps, m'avait-elle dit il y a 3 ans. Chaque ligne, chaque virement était une petite saignée silencieuse que je m'étais infligée, croyant qu'aimer, c'était forcément donné sans compter. Ce matin-là, j'ai tout arrêté. Un à un. J'ai cliqué sur résilier. J'ai coché annuler. J'ai signé. J'ai respiré. Le plus symbolique a été le dernier. Un virement mensuel de 200 €, intitulé Course pour Hugo, le petit-fils dont je n'avais plus de nouvelles depuis Noël dernier. C'était étrange. Il n'y avait ni fierté ni regret. Juste un calme que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le lendemain, je suis allée à la banque. Je connaissais bien Héloïse, la jeune conseillère à lunettes, qui me tutoyait avec un sourire sincère. Elle a levé les sourcils en voyant mon dossier. « Vous voulez vraiment retirer les procurations? Même pour votre fils ?» J'ai hoché la tête sans détourner le regard. « Oui, à partir d'aujourd'hui, c'est moi seule qui décide.
Je n'ai pas eu besoin d'expliquer. Elle a imprimé les formulaires. Je les ai signés en silence. En sortant, j'ai ressenti un petit frisson. Un mélange de peur et de libération. Ce n'était pas rien de couper le cordon. Pas celui du sang, celui de la dépendance émotionnelle. J'ai ensuite pris rendez-vous avec Maître Julien, un notaire calme et discret que j'avais rencontré à l'époque où Lucien était encore en vie. Il a accepté de me recevoir en urgence quand je lui ai exposé mon souhait de créer une fiducie pour Chloé. Ses yeux ont pétillé d'intérêt. C'est un beau geste. Madame Fournier, mais vous êtes sûre? Oui, j'étais sûre. Je voulais que mes économies, mes quelques placements et même mon petit appartement rue Sainte-Claire soient transmis à Chloé. Pas à ceux qui m'avaient effacé, mais à celles qui m'avaient regardé en face. En sortant du cabinet, j'ai pris un détour par le bord du lac. Il faisait froid, l'eau était sombre. J'ai marché lentement, les mains dans les poches, et les souvenirs sont revenus. Le mariage d'Étienne, une Provence, je n'y avais pas été conviée. Oh, on m'avait dit que c'était petit, intime, rien de personnel. Mais j'avais vu les photos ensuite, les sourires, les toasts, les discours, et mon absence, immense, silencieuse, cruelle. J'avais rangé cette douleur au fond d'un tiroir, comme on range une lettre qu'on n'a jamais envoyée. Mais aujourd'hui, je ne voulais plus de ces tiroirs pleins de silence. Aujourd'hui, j'avais envie d'ouvrir les fenêtres. Le soir venu, j'ai sorti un cahier neuf. J'ai écrit en lettres majuscules « Nouvelles règles » et j'ai rédigé ma propre charte. Une déclaration d'intention. Margot Fournier ne sera plus l'ombre aimante qui se tait. Elle sera présente, elle sera entière, mais elle sera libre. Libre de dire non, libre de choisir qui mérite son temps, sa tendresse, son héritage. Et dans cette charte, j'ai écrit la phrase qui me trottait dans la tête depuis le matin, où j'avais croisé le regard de Chloé. On ne protège pas les siens en s'effaçant, mais en leur montrant comment on tient debout. Ce jour-là, j'ai fait tomber les murs que j'avais moi-même construits. Ceux de la fausse paix, de la résignation, de la peur de déplaire. Je n'étais plus cette mère silencieuse qui offrait des gâteaux et des virements en espérant un merci. J'étais une femme, une grand-mère, un être humain. Je ne savais pas comment Étienne ou Sabine allaient réagir. Et pour la première fois depuis longtemps, cela n'avait plus d'importance. Le téléphone a sonné 2 jours après mon anniversaire. C'était Étienne. Sa voix était un peu plus lente que d'habitude, comme s'il cherchait à donner l'illusion de tendresse. « Maman, désolée de ne pas t'avoir appelé dimanche. On était débordés. Tu comprends. Je n'ai pas répondu tout de suite. » Il a poursuivi, avec un ton qui voulait être léger. « Chloé a cours demain matin. Tu pourrais la garder comme d'habitude. Vers Uither. » Je me suis raclé la gorge, lentement, délibérément. « Non, Étienne, je ne pourrais pas. » Silence à l'autre bout. Il a cru que j'étais malade, peut-être, ou fatiguée. Il a insisté. « Juste demain matin. Tu adores passer du temps avec elle. » Je me suis redressée dans ma chaise. Ce n'est pas la question. J'aime Chloé, tout le sait. Mais je ne suis plus une grand-mère à disposition. Je ne suis plus une bénévole. Ma voix était calme. Il y avait dans l'air quelque chose d'irrévocable. Et je pense qu'il l'a senti. Il a soupiré longuement, puis raccroché sans un mot. 2 jours plus tard, c'est Sabine qui a frappé à la porte. Elle n'est pas passée par les salutations d'usage. Elle est entrée droit dans le salon, s'est plantée devant la table basse, a vu les papiers du notaire, le brouillon de la fiducie, la lettre à Chloé, la confirmation de fin des virements. Ses sourcils se sont froncés. Elle a pris la feuille d'un geste vif. « Qu'est-ce que c'est que ça, Margot ? Tu mets tout au nom de Chloé.
Son ton tranchait comme un couteau. J'ai répondu, sans lever les yeux. Ce n'est pas tout. C'est ce que j'ai choisi de léguer. Elle a éclaté. Mais c'est mesquin. Tu punis Étienne pour un oubli, pour un anniversaire manqué. Sa voix tremblait, mais pas d'émotion, de contrôle. De pouvoir qu'elle sentait lui échapper. Je me suis levée lentement. Non, Sabine, je ne punis personne. Je protège ce qu'il me reste. Mon énergie, ma paix, mon argent, mon amour. Elle est restée figée quelques secondes. Puis ses épaules se sont affaissées. Elle s'est assise sur le bord du canapé, les coudes sur les genoux. Tu sais, on n'a jamais voulu te blesser. C'est juste, on n'y pense pas toujours. On prend l'habitude. On croit que tu seras toujours là. Elle ne pleurait pas, mais il y avait dans sa voix un début d'aveu. Je n'ai rien dit. Parfois, le silence dit tout. Avant de partir, elle a posé une main sur mon épaule. Tu fais ce que tu veux. Je ne comprends pas tout, mais je respecte. Enfin, j'essaierai. C'était beaucoup, venant d'elle. Et étonnamment, je ne ressentais ni triomphe ni rancune. Juste une légère chaleur, fragile, inattendue. Mais je savais que ce n'était pas fini. Étienne allait vouloir des explications, des justifications, comme toujours. Alors j'ai pris une feuille de papier lignée, mon stylo à plume, et j'ai écrit, non pas une lettre d'adieu, pas une réclamation, une mise au point, simple, posée. Étienne, je t'écris non pas pour me défendre, mais pour poser les mots là où le silence a trop duré. Pendant des années, j'ai aidé, donné, offerte, sans compter, sans demander. Mais je réalise aujourd'hui que donner n'a de sens que si l'autre reçoit avec gratitude. Je ne me sens pas remerciée, ni même considérée. Alors je choisis de reprendre ce qui m'appartient. Pas pour blesser, mais pour vivre avec dignité. Je t'aime toujours. Mais à distance, si c'est le seul endroit où je peux encore être respectée. Maman, je l'ai pliée soigneusement, glissée dans une enveloppe crème, timbre collé avec soin. Et je suis allée la poster moi-même, comme on poste une décision. Un point final, calme et nécessaire. Depuis, il n'y a pas eu de cris, ni de scènes, pas de lettres incendiaires, ni de visites dramatiques. Mais il y a eu un changement palpable. Le téléphone ne sonne plus aussi souvent. On ne frappe plus à l'improviste à ma porte. Et pour la première fois, cela me convient. Ce n'est pas le froid, c'est la clarté. Ce que j'ai perdu en silence pendant des années, je commençais lentement à le regagner par les mots. Un mardi matin d'avril, j'ai poussé la porte du centre communautaire de Vieux-Annecy, le cœur un peu serré mais la tête haute. On m'avait parlé d'un atelier d'écriture pour seniors, un endroit où poser les souvenirs, les blessures, les fragments de vie. Comme on dépose de vieux vêtements sur une table, avec respect mais sans nostalgie accablante. J'y suis allée avec un cahier vierge et une envie timide d'oser me dire à voix haute. La première séance, j'ai écrit une page entière sans lever les yeux. J'y racontais la nuit de mon 74e anniversaire. La table dressée pour rien, le gâteau au citron resté intact, et le silence lourd comme une nappe mouillée. Je n'ai pas lu ce texte à voix haute. Pas encore. Mais j'ai senti, dans l'écoute bienveillante des autres femmes, un espace sûr, un lieu où ma voix, trop longtemps reléguée aux marges, pouvait enfin reprendre sa place. C'est à cette époque que j'ai revu Léonie. Nous avions partagé nos premières années dans un atelier de pâtisserie à Lyon. 2 jeunes femmes aux mains sucrées, couvertes de farine et de rêves. Elles tenaient désormais une petite boutique près du canal. Un jour, après m'avoir aperçue au marché, elle m'a appelée « Margot, c'est bien toi !» Son sourire n'avait pas changé. Elle m'a proposé de passer l'aider à tester une nouvelle recette de confiserie aux fleurs.
J'ai accepté sans réfléchir. Chaque jeudi, je rejoignais sa cuisine. Et ensemble, nous inventions des douceurs au romarin, des tartelettes aux pétales de rose, des sablés à la lavande. Elle disait que j'avais toujours ce doigté magique. Et moi, je retrouvais un bout de moi-même que j'avais oublié. Chloé venait souvent le samedi. Elle aimait venir avec ses cahiers, sa flûte traversière, ou simplement ses histoires d'école. Nous cuisinions ensemble. Inventions des histoires loufoques autour de Madeleine, aux couleurs improbables. Un jour, elle m'a demandé « Mamie, tu sais que je parle de toi à mes copines. Je dis que tu es une aventurière du cœur. » Je l'ai regardée, interloquée. Elle a ri. « Ben oui, tu changes ta vie à ton âge. C'est pas rien. » Ce jour-là, elle m'a invitée à sa représentation de fin d'année. Une pièce de théâtre musical où elle avait un petit solo de flûte. Je m'y suis rendue avec une écharpe mauve que Lucien m'avait offerte autrefois. En la voyant sur scène, concentrée, vibrante, belle, j'ai compris qu'une partie de mon héritage était déjà transmise. Non pas dans l'argent, mais dans la liberté qu'elle s'autorisait. Dans mon jardin, les tulipes jaunes, Paul avait fleuri. Ce coin de terre, derrière mon immeuble, était mon refuge. Lucien adorait les tulipes. Il disait qu'elles étaient comme moi, fortes, mais douces. Je les arrosais chaque matin avec un soin nouveau, presque cérémonial. Elle me rappelait qu'il y avait une saison pour tout, même pour renaître. Une après-midi, alors que je taillais les tiges fanées, j'ai réalisé quelque chose de simple et fondamental. Je n'attendais plus qu'on me voie, je n'attendais plus qu'on me remercie, ni qu'on m'invite, ni qu'on me dise que j'étais une bonne mère. J'étais, tout simplement, et cela suffisait. À l'atelier d'écriture, j'ai finalement lu mon texte sur mon anniversaire oublié. Il y a eu un silence après mes derniers mots. Puis une femme nommée Mireille s'est approchée de moi et m'a dit « Vous m'avez donné du courage. J'ai vécu ça aussi, mais je n'avais jamais su comment le dire. Et à ce moment-là, j'ai su que même mes douleurs avaient un sens, si elles pouvaient devenir lumière pour d'autres. » J'ai cousu un coussin avec un vieux tissu que j'avais gardé du tablier de Lucien. Je l'ai posé sur le banc du jardin. Quand je m'y asseyais, avec un livre ou juste un thé noir fumant, je me sentais entourée d'encres invisibles. Chloé, Léonie, les femmes de l'atelier et Lucien, toujours un peu là dans le vent léger. Je n'étais plus la femme qui quémandait l'amour de son fils. Je n'étais plus l'ombre d'une mère utile. J'étais Margot Fournier, femme de 74 ans, confiseuse retraitée, autrice en herbe, amie infidèle, grand-mère choisie. Et ça, c'était immense. Elle est revenue un jeudi matin, sans prévenir. Sabine, elle tenait une tarte aux pommes encore tiède dans ses mains gantées. Le regard incertain, presque enfantin. Elle a dit « Je n'ai pas su comment, mais je voulais te la faire moi-même. » J'ai reconnu la recette. C'était celle que je faisais chaque automne, avec de la cannelle et un soupçon de muscade. La même qu'elle adorait quand elle venait dîner. Les premières années de son mariage avec Étienne, nous nous sommes installés à la table et cette fois, il n'y avait ni tension ni sarcasme. Elle a coupé la tarte en silence. Puis, d'une voix tremblante, elle a murmuré « Je sais que j'ai souvent été dure. Margot, je n'ai pas d'excuses, mais je suis sincèrement désolée si tu t'es sentie rejetée. J'ai pris une bouchée, la pâte était un peu trop cuite, mais l'effort était là, et c'était assez. Je n'ai pas dit que je lui pardonnais, je n'ai pas dit que je revenais en arrière, mais je lui ai souri, et dans ce sourire, il y avait quelque chose de nouveau. Une paix sans attachement. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une enveloppe crème, écrite à la main, l'écriture d'Étienne, que je n'avais pas vue depuis des années, tremblait légèrement. Il n'y avait pas de demande, pas de reproche,
Pas de promesses. Seulement ces mots. Maman, je te souhaite d'être heureuse. Vraiment. Comme tu l'entends, j'ai relu cette phrase 3 fois. Puis j'ai rangé la carte dans la boîte où je conserve les petits trésors. Les dessins de Chloé, une vieille photo de Lucien en tablier de jardin et la première madeleine que j'ai faite avec ma petite fille. Chloé, justement, ne manquait jamais un week-end, un samedi, alors que ses amis l'attendaient devant l'immeuble pour une sortie cinéma. Je l'ai entendu dire à voix haute, sans hésiter, « J'arrive ». Je dis au revoir à ma mamie de cœur. Elle m'a embrassée sur la joue et a couru les rejoindre. J'ai refermé la porte avec un nœud dans la gorge. Pas de tristesse, mais de gratitude. Dans cette expression simple, mamie de cœur, il y avait tout ce que j'avais tenté de construire depuis ce fameux anniversaire oublié. Une relation choisie, sincère, désintéressée. À l'atelier d'écriture, j'ai raconté mes matins à pétrir la pâte à nougat, mes nuits d'inquiétude, quand Étienne faisait de la fièvre, et mon amour intact pour les tulipes jaunes. Les autres femmes m'écoutaient sans m'interrompre. Je n'étais plus seulement la mamie ou la pâtissière. J'étais une voix, une mémoire vivante. Léonie, toujours fidèle, m'envoyait des textos le dimanche pour me proposer de tester des recettes. Elle disait que mes remarques lui faisaient retrouver l'âme de la pâte. C'est cela, dans cette combinaison de petites choses. Une tarte trop cuite, une carte sans demande, un mot doux d'une enfant, un poème partagé à voix haute, que j'ai compris. Je n'avais plus besoin d'être aimée par tous. J'avais seulement besoin d'être aimée par ceux qui voyaient vraiment qui j'étais. Je n'attendais plus qu'Étienne me remercie pour les années de sacrifice. Je n'espérais plus que Sabine m'invite à Noël. Et c'était bien ainsi, car en lâchant prise sur leurs attentes, j'avais ouvert un espace pour quelque chose de plus précieux. Des liens choisis, sincères, dépourvus de dettes et d'obligations. L'amour, je l'avais appris, ce n'est pas une accumulation de services rendus. C'est une présence, une main sur la vôtre pendant que vous racontez une histoire. Un regard qui dit « Je t'écoute sans jamais détourner les yeux ». Une carte écrite sans attente, une recette partagée juste pour faire plaisir. J'avais longtemps cru que se détacher était un renoncement. En réalité, c'était une libération. Il ne s'agissait pas d'oublier ou de condamner, mais de choisir. Choisir qui mérite encore un siège à ma table. Un coin dans mon cœur, un souvenir dans mon carnet. Et ce tri, je l'avais fait non pas avec colère, mais avec douceur. Parce qu'à 74 ans, on n'a plus de temps à gaspiller avec les amours tièdes ou les demi-réconciliations. On cherche la chaleur vraie, même discrète. Pendant longtemps, j'ai cru que tracer des limites, c'était mal. Que dire non, c'était être ingrate. Que garder pour soi ce que l'on a bâti, c'était égoïste. Mais j'ai compris, à la lumière de ces derniers mois, qu'au contraire, poser des frontières claires est la seule manière d'être respecté. Et que respecter les autres, ça commence par se respecter soi-même. Moi, Margot Fournier, la petite femme de vieux Annecy qui passait sa vie à envelopper des caramels au beurre salé et à offrir sans compter, j'ai appris à me choisir. Pas contre les autres, mais enfin avec moi. J'étais cette mère qui se levait à l'aube. Cette grand-mère qui faisait des macarons à la lavande chaque dimanche. Cette femme qui disait oui pour éviter les conflits. Mais aujourd'hui, je suis aussi celle qui dit « je mérite mieux ». Il ne s'agit pas de tourner le dos à l'amour, bien au contraire. Il s'agit d'aimer plus juste, d'offrir son temps, sa tendresse, ses silences et même ses recettes. Mais à ceux qui les accueillent avec gratitude, le lien intergénérationnel n'a de valeur que s'il est sincère, libre et réciproque. Chloé m'a appris ça. Une enfant qui, avec ses mots simples, m'a vu comme personne ne l'avait fait depuis des années.
je repense à mon quartier, aux pavés de vieux Annecy qui craquent sous les pas, aux terrasses où l'on boit un café noir à l'ombre des glycines. Ce décor, discret mais vivant, me ressemble. Il y a dans ces ruelles une beauté silencieuse, une force tranquille, celle que je m'autorise désormais à incarner. Mes macarons ne partent plus dans des boîtes anonymes, ils sont partagés, doucement, lors des ateliers que j'anime, ou à l'heure du goûter avec ceux que j'ai choisis pour faire partie de mon cercle. Et vous savez quoi? Le monde ne s'est pas écroulé. Étienne vit sa vie, Sabine suit son chemin. Moi, je cultive des tulipes et des mots, et chaque jour, je m'offre le luxe d'être aligné avec moi-même. Ce n'est pas spectaculaire, c'est paisible, et c'est suffisant. Si vous êtes là, en train de m'écouter jusqu'au bout, je veux vous dire ceci. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place. Il n'est jamais trop tard pour redéfinir ce qu'est la famille, pour aimer autrement, pour poser la tasse de thé là où le cœur vous dit de la poser. Vous avez le droit d'être respecteur. Vous avez le droit de dire non. Et surtout, vous avez le droit de recommencer. Alors, si mon histoire vous a touché, si elle résonne quelque part en vous ou autour de vous, je vous invite à laisser un petit commentaire. Partagez ce que vous avez traversé ou ce que vous espérez encore. Je lirai avec le cœur. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez entendre d'autres voix de femmes comme moi qui, à un moment donné, ont dit « assez maintenant, je vis pour moi ». Et si cela peut inspirer quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ensemble, tissons une communauté de respect, de douceur et de seconde chance. Je suis Margot et j'ai attendu 100 pour devenir moi-même. Mais aujourd'hui, enfin, je vis à ma façon et c'est plus que suffisant.